bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est en tant que présidente d'honneur de l'ANM que j'ai le plaisir d'ouvrir ce webinaire sur la médiation administrative. C'est un honneur pour moi d'accueillir nos deux intervenants, Monsieur Didier Artus, qui est président de la chambre, président de chambre, pardon, à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et Monsieur Amaury Lenoir, qui est délégué national à la médiation pour les juridictions administratives. Ce webinaire sera animé par Maître Bertrand Delcourt, qui est lui-même médiateur judiciaire, mais aussi, bien sûr, administratif. Il est membre du Centre de médiation Harmonie, qui est co-organisateur de cette réunion, de ce webinaire. Naturellement, Harmonie est adhérent de l'Association nationale des médiateurs. La médiation administrative est une petite dernière parmi les médiations. Elle est née de la volonté politique donc du Conseil d'État et se développe rapidement. Elle présente bien sûr un intérêt pour à la fois les justiciables, les administrations et aussi, il faut le dire, les médiateurs. Donc c'est aussi intéressant de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce type de médiation. L'ANM a signé une convention le 11 octobre dernier avec le tribunal administratif de Nice. Il y aura d'autres conventions qui seront signées puisqu'une commission dédiée à la médiation administrative a été mise en place au niveau donc de l'Association nationale des médiateurs. Mais là, j'en dis sans doute trop et je vais laisser présent le bâton de parole à Bertrand qui vous présentera à la fois l'organisation et les objectifs de cette réunion. Merci de votre présence à tous et de votre intérêt pour le sujet. Alors, c'est à toi Bertrand. Merci Gabriel pour ces quelques mots. Si tu me permets d'ajouter une chose, je rappelle tout de même que ce webinaire s'inscrit dans le cadre de la Semaine mondiale de la médiation qui a commencé le 9 octobre et qui se poursuit jusqu'au 16. Pour celles et ceux d'entre vous qui auraient manqué peut-être cet événement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site semainemédiation.fr pour consulter les événements qui se déroulent encore jusqu'à la fin de la semaine. La petite dernière, tu disais, Gabriel, mais je trouve que la petite dernière a grandi bien vite, puisque finalement la médiation administrative a été introduite par la loi du 18 novembre 2016 dans notre droit positif, et on s'aperçoit qu'elle a progressé très rapidement. Alors l'intérêt de ce webinaire de ce soir est d'essayer de faire un petit peu un point sur cette croissance, sur les raisons de cette croissance, sur les perspectives qu'elle offre encore. Et je me joins à toi, Gabriel, pour remercier vivement nos intervenants. Tout d'abord, Amaury Lenoir, et si vous le voulez bien, Amaury, nous allons commencer avec vous, puisque malheureusement, vous devrez nous quitter aux alentours de 19h45 parce que vous avez d'autres engagements. C'est l'occasion de vous remercier d'autant plus parce que je crois que vous avez un agenda que nous devinons pléthorique, particulièrement justement en cette semaine de la médiation. Et nous passerons ensuite la parole aux participants de façon à vous permettre de répondre aux questions que votre intervention aurait suscitées, avant de donner ensuite la parole dans un deuxième temps à Didier Artus, qui interviendra sur d'autres sujets, des sujets bien évidemment complémentaires. Je crois que vous auriez souhaité nous présenter assez rapidement le dispositif, puisqu'en médiation, on parle toujours du cadre que l'on pose. Et bien voilà, c'est pareil ici. Lorsque les juridictions administratives se sont intéressées à la médiation, le législateur a posé un cadre. Donc, quel est ce dispositif? Quels sont les outils à l'aide desquels la médiation se déploie, encore une fois, rapidement dans les juridictions administratives? Quels sont les premiers résultats qui ont été enregistrés? Et quels sont, de votre point de vue, du point de vue privilégié qui est celui du référent national pour la médiation administrative, quelles sont donc, de votre point de vue, les perspectives pour la médiation dans ce domaine? Voilà, je vous cède la parole. Merci, cher Bertrand, et bonsoir à tous. Merci, Gabriel, aussi pour cette introduction. Je salue également Didier, cher collègue. Écoutez, je pense que dans cette introduction, un certain nombre d'idées ont été avancées. Alors, petite dernière de la famille, effectivement, comme vous le savez,
la médiation est protéiforme et la médiation administrative, en tout cas la médiation dans la sphère des contentieux administratifs, s'est développée récemment. Donc, Maître Delcourt l'a rappelé à la suite de la loi dite justice pour le J21, pardon. Donc 2016, les juridictions administratives se sont mises en ordre de bataille, si je puis dire, pour mettre en place, engager et développer des processus de médiation partout où cela semblait possible, aussi bien en amont de la saisine du juge, et c'est ce qu'on appelle les médiations à l'initiative des parties. Je vous renvoie aux articles L213, 5 et 6 du Code de justice administrative, et peut-être surtout à l'initiative du juge, c'est-à-dire après saisine contentieuse. Et je vous renvoie ici aux articles L213, 7 et suivants du Code de justice administrative. Alors, très concrètement, le top départ ayant été donné par cette loi, il a fallu, dans un premier temps, j'allais dire, nous informer sur ce qu'il en était de la médiation, qui est un processus à part, qui s'inscrit dans une dynamique qui est celle de la procédure juridictionnelle en ce qui nous concerne, mais qui est à la fois extra ou parajudiciaire, mais qui n'est pas une procédure judiciaire en tant que telle. Donc, il a fallu, pour les magistrats et agents de juridiction administrative, s'informer et se sensibiliser à ce qu'est la médiation, ce qu'elle propose, son approche, sa philosophie. En quelques mots, mieux comprendre dans quelles circonstances une affaire pouvait peut-être trouver à être réorienté vers ce mode alternatif, mode amiable de résolution des litiges. Il a fallu ensuite réfléchir à définir un certain nombre de critères pour justement pouvoir opérer ce tri et cette orientation. Il a fallu également nous renseigner sur le terreau, le vivier des médiateurs existants, puisque, comme vous le savez, les juridictions administratives sont des prescripteurs et des promoteurs de médiation, mais sauf rares exceptions, les juridictions administratives n'assurent pas elles-mêmes des médiations administratives. Donc, il a fallu se tourner vers ces médiateurs, médiateurs libéraux, associatifs, médiateurs institutionnels également, les connaître, apprécier leurs particularités, ce qui faisait également leur différence les uns des autres, et également élaborer, j'allais dire, quelque part, une stratégie pour engager ces premières médiations et, dans la mesure du possible, en engager le plus possible dans les meilleures conditions et avec, bien entendu, un intérêt particulier pour l'issue de ces process de médiation. On a coutume de dire qu'il n'y a pas d'échec en médiation, même une médiation qui aboutit, on va dire, un désaccord persistant sur quelques points ou peut-être même sur une part importante des éléments du litige. La médiation apporte toujours quelque chose. Maintenant, il est vrai que pour nous, juridiction administrative, il y a bien entendu ces 4 piliers de la médiation: construire du lien social, reconstruire du lien social, résoudre un litige et éviter un nouveau litige. Il est vrai que, j'allais dire quelque part, des formations professionnelles obligent, les juridictions administratives ont en tête une vision quelque peu affinée de l'approche de la médiation, puisqu'elle porte un intérêt plus prononcé sur la dimension résolution du litige que propose la médiation. Donc, les juridictions administratives se sont organisées autour du Conseil d'État, en sa qualité de gestionnaire des juridictions administratives, et le secrétariat général du Conseil d'État a désigné, avec le vice-président du Conseil d'État, un référent national médiation qui, dans un premier temps, était Xavier Libert, suivi de Philippe Gazagne, et aujourd'hui, le poste a quelque peu évolué, j'allais dire, au-delà de son appellation, et c'est donc aujourd'hui un poste de délégué national à la médiation que j'occupe depuis à peu près une année. Derrière ce dispositif, on va dire, de direction, de coordination, d'animation, un
un comité justice administrative et médiation a été mis sur pied à la demande du vice-président du Conseil d'État, le comité JAM. Alors, ce comité JAM, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais exerce en quelque sorte des responsabilités de comité scientifique pour les juridictions administratives, puisque l'idée est de mobiliser des personnalités disposant d'une certaine expérience, voire parfois même une certaine expertise dans le domaine, pour pouvoir apporter des éclairages, des éléments de réponse et parfois même quelques suggestions pertinentes pour améliorer, affiner, renforcer le dispositif de médiation avec et pour les juridictions administratives. Aujourd'hui, les membres du comité JAM sont intégralement des magistrats ou agents des juridictions administratives, avec, j'allais dire, pour souhait de la part du Conseil d'État, de venir justement répondre à des questions toujours plus fines et pointues qui concernent la mise en œuvre concrète de ces missions de médiation, l'ouverture de la médiation à peut-être des domaines qui étaient moins évidents ou peut-être plus périlleux, et tout en gardant bien entendu une ouverture vers des personnes ou des entités externes, mais dans un autre cadre que le comité JAM. Donc on a la coordination nationale avec le Conseil d'État et le VG national, les membres du comité JAM, justice administrative et médiation, et j'allais dire, le plus important dans le dispositif, ce sont les référents médiation qui ont été désignés au sein de chacune des juridictions administratives, qui sont aujourd'hui de profils assez hétérogènes. On a des chefs de juridiction, on a des présidents de chambre, on a des rapporteurs publics, on a également des greffiers, donc greffiers en chef, greffiers de chambre, on a également des assistants du contentieux. J'allais vous dire, il n'y a pas de normes sur le profil type pour assurer cette référence médiation au sein des juridictions. C'est un choix qui est opéré par le chef de juridiction, bien entendu au regard des spécificités locales, des besoins, des projets et des attentes de la juridiction vis-à-vis du chantier médiation. J'insiste sur les référents médiation des juridictions, puisque pour les médiateurs qui sont appelés à assurer ces missions de médiation par ordonnance du juge administratif, ces référents médiation, ce sont vos interlocuteurs privilégiés au sein des juridictions. C'est généralement vers eux que vous pouvez déjà vous faire connaître et puis échanger soit sur des difficultés que vous auriez pu rencontrer dans la mise en œuvre concrète de missions de médiation, bien entendu, en respectant le principe de confidentialité, soit pour partager, comme nous le faisons actuellement, sur des projets, des perspectives, des besoins de cadres ou d'outils pour, encore une fois, venir renforcer le dispositif. Aujourd'hui, au sein de chaque juridiction, donc, comme je vous l'ai dit, on a une grande diversité de profils sur les médiateurs, les référents médiation. L'organisation même est assez variable, c'est-à-dire que dans certaines juridictions, c'est une seule personne qui assure cette référence. Dans d'autres juridictions, ce sont des binômes, voire des fois des trinômes. Et on a même, pour certaines grosses juridictions, pour des juridictions ayant une grosse activité médiation, ce n'est pas forcément proportionnel, on va dire, à l'importance judiciaire de chacune de ces juridictions, on a des pôles médiation qui se sont développés et qui permettent justement de répondre peut-être plus rapidement ou plus largement à certains besoins de ces juridictions. Donc encore une fois, j'insiste sur le fait que votre interlocuteur privilégié reste le ou les référents médiation de ces juridictions et je vous invite fortement à vous faire connaître, si ce n'est pas déjà le cas, auprès de ces personnes. Dans un deuxième temps, cher Bertrand, vous m'invitiez à revenir sur les résultats et les objectifs des juridictions administratives en matière de médiation. Alors, comme vous l'indiquiez en introduction, effectivement, j'allais dire, le chantier médiation avance à grands pas pour les juridictions administratives. Nous sommes régulièrement félicités, encouragés du moins, dans ce domaine et je pense qu'effectivement, en toute objectivité, il y a quand même lieu de se réjouir des avancées qui ont pu être réalisées puisque 2016, la loi de J21, 2017, son décret d'application, donc finalement le véritable coup d'envoi de la médiation s'est opéré en 2017.
En 2017, on a eu quelques dizaines de médiations qui se sont engagées, avec quelques difficultés pour les enregistrer et les suivre, puisqu'on n'était pas encore équipé, en tout cas pleinement, d'outils pour pouvoir comptabiliser ces médiations. Mais l'an passé, nous avions déjà engagé plus de 1300 médiations à l'initiative du juge. Gardez en tête que l'immense majorité des médiations qui sont aujourd'hui ordonnées par le juge sont des médiations à l'initiative du juge, bien plus que médiations à l'initiative des parties. On est, on va dire, entre 95 et 98%, ce sont des médiations à l'initiative du juge, donc après saisine de la juridiction. Également, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à peu près 95% des médiations qui sont engagées par les juridictions administratives le sont par des juridictions de première instance, à savoir les tribunaux administratifs. Donc, un peu plus de 1300 médiations engagées l'an passé. Nous sommes à fin septembre, nous avons déjà dépassé les 1500. Nous espérons atteindre 2000 médiations à l'initiative du juge d'ici le 31 décembre. Et j'allais vous dire, nous sommes presque au fameux 1% médiation qui est l'objectif qui nous avait été confié par M. Bruno Lasserre, le vice-président du Conseil d'État, à l'aune des premières assises nationales de la médiation administrative. Pour certains d'entre vous qui ont pu y assister ou y participer, c'était donc en décembre 2019. L'idée étant 1% des requêtes enregistrées par les juridictions administratives font l'objet d'une réorientation effective en médiation, c'est-à-dire non seulement une proposition de médiation, certes, donc une orientation vers la médiation, mais effective, à savoir que la proposition est acceptée et donc suivie d'une mission de médiation en tant que telle. Pour faire très simple, le volume d'activité des juridictions administratives, c'est entre 250 et 300 000 requêtes chaque année. Donc le 1% nous amène logiquement à 2500 à 3000 médiations engagées. Donc vous voyez, quand on ambitionne d'atteindre 2000 médiations à la fin de cette année, on y est presque. On devrait atteindre ce fameux 1% dans les mois qui suivront, j'allais dire genre, raisonnablement, courant 2022, on devrait avoir atteint ce palier. Je parle bien de palier puisque l'idée ensuite est de stabiliser ce palier et de venir le renforcer et l'améliorer. Vous voyez, pas plus tard que la semaine, il y a de ça 10 jours, pardon, nous avions une réunion du comité JAM et nous avons déjà engagé des réflexions autour de l'avenir de cet objectif du 1% médiation, mais qui sera défini à nouveau par le vice-président du Conseil d'État. Mais l'idée, si vous voulez, c'est peut-être d'ambitionner un volume plus important, mais notre priorité sera de consolider l'existant et surtout de venir l'affiner avec peut-être pas forcément des objectifs, mais en tout cas des indicateurs qualitatifs qui viendront s'ajouter à ce chiffre statistique finalement de nombre de médiations engagées. Je pense notamment au délai. Vous savez que la durée moyenne des médiations se situe généralement entre 3 et 4 mois. La période de crise sanitaire ne nous a pas aidés tous, vous en tant que médiateurs ou nous en tant que prescripteurs de médiation pour assurer des missions de médiation, on va dire, dans des délais assez restreints, mais l'idée est vraiment d'assurer des missions qui soient courtes et efficaces. Donc ça, c'est un premier objectif, la durée, le suivi de la durée des missions de médiation, et bien entendu, de suivre l'issue, donc le taux d'accord en fin de médiation, même si, comme vous le savez, on peut avoir des accords qui ne soient que partiels, mais qui apportent déjà beaucoup aux parties et qui apportent également beaucoup à la juridiction, en ce que la médiation permet, lorsque l'accord n'est que partiel, mais permet quand même d'épurer le litige et de ne confier finalement au juge que des éléments pointus, juridiques, sur lesquels effectivement il y a matière à dire le droit. Donc un objectif qui viendra certainement se renforcer, avec bien entendu des niveaux de développement variables d'une juridiction à l'autre. J'allais vous dire, il y a des paramètres externes aussi à prendre en considération. Certains territoires sont peut-être culturellement parlant plus proches de l'esprit qui anime la médiation, et les parties, les administrations en l'occurrence, sont plus enclines
à se tourner vers la médiation, ou du moins à entendre les propositions de médiation que les magistrats administratifs peuvent leur soumettre. Dans certains territoires, et j'en ai fait, je n'allais pas dire la mère expérience, mais j'en ai fait en tout cas l'expérience en terre niçoise, où effectivement, à mon arrivée en septembre 2019, il m'a été dit, écoutez, la médiation, c'est bien beau, mais ici, les gens, ce qu'ils aiment, c'est la castagne. Ils aiment aller en découdre dans l'arène en audience, et le fait d'accepter une médiation, pour certains, ce serait peut-être un aveu de faiblesse. Donc, il y a effectivement certains territoires où la médiation, j'allais dire, malgré tous les avantages qu'elle peut proposer, nécessite tout un travail d'acculturation qui est un travail de longue haleine et qui est un travail qui nous mobilise tous, juridiction, bien entendu référent médiation, mais magistrats, chefs de juridiction, agents des juridictions, agents de greffe, et qui nous mobilise également en externe. Et je pense notamment aux structures, associations et centres de médiation, qui bien souvent œuvrent à nos côtés pour assurer ce travail d'information et d'acculturation médiation qui est essentiel pour que la médiation puisse effectivement prospérer. Ce sont des enjeux importants, et comme vous le disiez, Madame Planès, en introduction, effectivement, nous avons signé, pas plus tard que lundi, cette convention médiation qui lie désormais l'ANM avec le tribunal administratif de Nice. C'est une coïncidence peut-être avec ma présence dans cette juridiction. Si vous voulez, cette convention rejoint une liste déjà longue de conventions médiation qui ont pu être établies dans, j'allais dire, presque toutes les juridictions administratives, que ce soit avec des administrations, que ce soit avec des structures de médiation, que ce soit avec des barreaux. Ces conventions, si vous voulez, on a de grandes familles de conventions. On a des conventions qui sont des conventions cadres qui posent plutôt un principe, un accord de principe sur l'intérêt, l'utilité de la médiation, qui vient préciser quel est le rôle des uns et des autres, des parties signataires de la convention, et qui vient, on va dire, signifier une volonté commune d'œuvrer, chacun dans son domaine, mais également conjointement, pour faire avancer la médiation en ce qu'elle permet des améliorations pour nous tous, en tant qu'acteurs du procès administratif. Mais nous avons également des conventions qui sont, on va dire, très opérationnelles et qui sont tournées, on va dire, plutôt sur une approche expérimentale, des dispositifs pouvant mobiliser, je pense notamment des médiateurs institutionnels, pour venir développer la médiation à l'initiative du juge avec des schémas novateurs. Et c'est, je pense, encore aujourd'hui, vous voyez, nous sommes qu'en 2021, 2016, c'était il y a 5 ans, il y a encore beaucoup à faire pour venir affiner les outils qui sont à notre disposition pour pouvoir mieux proposer, mieux accompagner ces missions de médiation, et s'assurer que, bien entendu, le service médiation que nous venons proposer et qui est assuré de fait par les médiateurs à qui nous confions ces missions de médiation soit un service toujours de plus grande qualité. C'est essentiel, c'est dans l'intérêt collectif. Sur les objectifs, donc on avait le fameux 1% médiation et les indicateurs qualitatifs. Ça m'amène à cette troisième approche qui est celle des perspectives. Alors, dans les perspectives, cela fait également partie des éléments que nous abordons régulièrement, que ce soit avec le Conseil d'État, que ce soit avec les chefs de juridiction, que ce soit avec les membres du comité JAM, ou même, j'allais dire plus largement, avec l'ensemble des référents médiation. Nous pouvons effectivement faire plus, quantitativement parlant, en matière de médiation, mais bien entendu, l'idée est de trouver un équilibre entre les objectifs et les moyens à disposition. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'au sein des juridictions administratives, il n'y a pas d'agents ou de magistrats qui ont été recrutés ou qui sont affectés à temps partiel pour assurer le développement de la médiation. Ce sont des réorganisations locales qui sont faites sous la direction des chefs de juridiction et qui permet à telle ou telle personne de s'impliquer sur le développement de la médiation, mais cela, j'allais dire, se surajoute à une activité juridictionnelle. Donc, l'idée, si vous voulez, pour nous, c'est de faire plus, de faire mieux, et de faire également à la mesure des moyens qui sont les nôtres.
C'est là où ces fameuses conventions, ces partenariats, cette collaboration, pour faire plus simple, avec tous les acteurs de la médiation est essentielle, puisqu'aujourd'hui, les juridictions administratives, je pense, depuis 2017, ont fait déjà beaucoup en faveur du développement de la médiation administrative. Rassurez-vous, nous continuerons à nous impliquer de la sorte, j'espère toujours plus et surtout toujours mieux pour continuer à accompagner ce développement, mais j'appelle de mes voeux, et je le vois de plus en plus, une implication de tous les acteurs de la médiation administrative, actuelle ou potentielle, puisque, à mon sens, si la médiation administrative a vocation à prendre de l'ampleur en phase contentieuse et donc sous la houlette du juge administratif, je pense que l'essentiel de l'avenir du développement de la médiation administrative se situe en phase précontentieuse, là où effectivement les litiges sont naissants ou émergents. Et m'adressant à des médiateurs, je pense que nous serons tous d'accord sur le fait qu'une médiation a tout de même beaucoup plus de chances d'aboutir à quelque chose, on va dire, de pertinent si elle est engagée rapidement. En phase contentieuse, la médiation est toujours possible. La médiation est possible à tous les stades de vie d'un litige. Ceci dit, il y a des stades et des moments où la médiation est peut-être plus opportune ou en tout cas plus efficace. Donc, je pense sur l'avenir, c'est de poursuivre ces développements, ces rapprochements avec les autres acteurs de la médiation administrative. Je pense notamment aux administrations, puisque une des spécificités du contentieux administratif, c'est bien d'avoir au moins une administration comme partie et donc comme acteur, comme médié, acteur du processus de médiation. Donc, il faut encore aujourd'hui amener l'administration à accepter, s'ouvrir à la médiation. Alors, certaines administrations sont déjà acquises, j'allais dire, à la cause. Vous prenez par exemple les médiateurs académiques, l'éducation nationale. La médiation, ce n'est pas nouveau. Ils ont développé un système un dispositif de médiation institutionnelle dans les années 90. Donc, vous voyez, il y a déjà un petit bonhomme de chemin qui a été fait. Pour d'autres administrations, c'est encore quelque chose de très nouveau qui peut-être peine à se développer et qui aujourd'hui nous amène à devoir peut-être renforcer nos actions de communication à nouveau conjointement, donc notamment avec les médiateurs, pour pouvoir mieux les informer, répondre à leurs questions, éventuellement lever les réserves qui aujourd'hui les amènent à décliner ou rester taisants face à des propositions de médiation qui leur sont faites soit par la juridiction en phase contentieuse, soit même directement par le requérant, le réclamant en phase précontentieuse. Mais il y a encore là un travail assez conséquent à fournir que nous pourrons également faire avec les avocats, qui sont des partenaires essentiels pour accompagner le processus de médiation, donc en amont, dans une phase d'analyse stratégique de la situation et peut-être dans le rôle de conseil de l'avocat, de penser médiation, d'avoir ce réflexe médiation, d'envisager la médiation, peut-être de l'écarter. Bien entendu, la médiation n'est pas forcément la réponse la plus appropriée, mais en tout cas de penser médiation. Et si la médiation leur semble pertinente, d'aller jusqu'à proposer la médiation à la partie adverse, si possible, avant d'aller saisir le juge. Et si vous voulez, le potentiel de développement de la médiation administrative en phase précontentieuse, il est évident et il est également conforté par l'expérimentation de médiation préalable obligatoire que nous avons mis en place et assurée au cours de ces 4 dernières années. Vous avez récemment pu prendre connaissance du bilan qui a été dressé par le Conseil d'État à l'attention du gouvernement sur cette expérimentation qui concernait très rapidement, pour rappel, des contentieux fonction publique d'État avec le ministère de l'Éducation nationale et le ministère des Affaires étrangères, fonction publique territoriale avec les centres de gestion, enfin 42 centres expérimentateurs parmi la centaine de centres de gestion de la fonction publique territoriale, mais également expérimentation de médiation préalable obligatoire mise en œuvre dans certains contentieux sociaux. Je pense notamment au contentieux de l'emploi avec la radiation des listes de demandeurs d'emploi ou l'allocation spécifique de solidarité,
ou encore des contentieux qui concernent les caisses d'allocation familiale ou certains conseils départementaux. Je pense notamment au RSA, aux APL et aux primes exceptionnelles de fin d'année. Donc, dans ce bilan, qui est un bilan nuancé, qui nous a apporté énormément, si vous voulez, de recul sur le sujet. Je pense que c'est d'ailleurs là la première réussite de cette expérimentation. Ces 3 années complètes qui sont couvertes par le bilan nous ont amené à la conclusion que la médiation préalable obligatoire était effectivement pertinente sous certaines formes et sous certaines conditions et avait donc vocation à être développée, pérennisée, parfois même généralisée. Et dans certaines conditions ou certaines circonstances, la MPO est apparue intéressante, puisque la MPO reste une médiation, donc la médiation reste intéressante, mais pas sous sa forme MPO. Donc je pense notamment aux contentieux sociaux. Donc c'est là où les propositions qui ont été formulées par le Conseil d'État, je pense, sont assez mesurées, puisqu'elles proposent dans certaines conditions de généraliser ou de pérenniser un dispositif et dans d'autres, plutôt, de favoriser d'autres dispositifs précontentieux, notamment les recours administratifs et, bien entendu, d'autres formes de médiation, puisque la médiation reste pertinente, mais pas sous son approche MPO, peut-être sous son approche conventionnelle ou institutionnelle. Donc, à partir du mois de janvier prochain, l'AMPO, qui est aujourd'hui, vous savez, le projet de loi confiance dans l'institution judiciaire est encore en débat au niveau du Parlement. Les propositions qui ont été formulées par le gouvernement sous forme d'amendements de concert avec le Conseil d'État permettent, notamment avec les articles 17 et 17 bis, de venir ancrer définitivement cette potentialité, cette faculté de MPO dans certains contentieux qui seront ensuite définis et précisés par décret en Conseil d'État et nous permettent d'envisager des développements futurs de la médiation préalable obligatoire partout où celle-ci sera opportune et pertinente. Donc, je pense que c'est là aussi quelque chose d'intéressant, à savoir que le principe est reconnu comme étant le bon. Maintenant, il est également reconnu qu'il n'est parfois pas le plus approprié et qu'il est parfois nécessaire d'attendre, qu'il est parfois nécessaire de privilégier d'autres approches. Et je pense que c'est là une approche mesurée, raisonnable et responsable. Donc, j'allais vous dire, j'en aurais terminé pour ma présentation dans les grandes lignes. Je vois qu'il est déjà 34 et qu'il est nécessaire de préserver un temps pour les questions. Donc, je suis à votre écoute. C'est très aimable. Merci beaucoup pour ce panorama extrêmement complet et riche d'informations. Alors, j'en profite pour rappeler aux participants que si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire dans le fil de discussion ou sur la fonction questions-réponses et on va retraiter tout ça. Il y a quelques interrogations, notamment sur le profil attendu, la formation requise qu'on va peut-être conserver pour Monsieur le Président Artus dans la deuxième partie de notre webinaire, concernant plus particulièrement les sujets que vous venez de traiter. Il y a une question notamment sur les référents. Vous nous avez bien indiqué que le référent, finalement, le ou les référents dans chaque juridiction, c'est un petit peu la cheville ouvrière du déploiement de la médiation dans la justice administrative. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'il existe une liste de ces référents ou est-ce qu'il faut se référer juridiction par juridiction sur le site Internet pour prendre connaissance de leurs coordonnées? Alors, à ce jour, il n'y a pas de liste qui est rendue publique des référents. Nous avons bien entendu en interne un annuaire des référents médiation, mais à ce jour, elle n'a pas encore été rendue publique. Donc, c'est une question qui se pose et qui sera très certainement tranchée prochainement, je pense dans le cadre du prochain comité JAM. Mais effectivement, aujourd'hui, si vous avez besoin d'entrer en contact avec le référent médiation, je vous invite dans un premier temps à déjà consulter les sites Internet de chacune des juridictions qui vous intéressent, puisque bien entendu, nous privilégions une approche locale, éventuellement bien entendu régionale de la médiation. Donc, en matière de choix des médiateurs, on essaye de se tourner vers un vivier local. Donc, c'est pour ça que vous, en tant que médiateur, l'idée, c'est plutôt de vous rapprocher des référents médiation des juridictions qui vous sont géographiquement proches,
regardez sur leur site internet, parfois elles ont développé des rubriques dédiées à la médiation où vous trouverez un certain nombre d'informations sur l'activité médiation de cette juridiction, de ses projets, peut-être un certain nombre de documents cadres sur le sujet et très généralement les coordonnées qui peuvent être une boîte fonctionnelle, hein, ce n'est pas forcément le nom précis de la personne, mais en tout cas les coordonnées du référent pour pouvoir le solliciter, ne serait-ce que par courriel. Si tel n'est pas le cas, je vous invite à adresser un courriel au greffe de la juridiction en question ou au secrétariat de la juridiction qui viendra vous apporter les coordonnées plus précises de la personne à contacter en matière de médiation. Merci. Et puisqu'il est question de liste, une interrogation qui ne vous surprendra pas. La loi pour la justice du XXIe siècle avait prévu l'instauration de listes devant les cours d'appel en matière civile. Un décret de 2017 et une dépêche de 2018 sont venus préciser les conditions d'organisation de ces listes. À ce jour, de telles listes de médiateurs n'existent pas devant les cours administratifs d'appel. Est-ce qu'il est envisageable qu'un jour de telles listes existent devant les juridictions administratives? Alors, c'est effectivement un sujet sur lequel nous avons déjà échangé, j'allais dire longuement, hein, depuis les premiers jours du comité JAM. J'allais vous dire, dans un premier temps, nous avons été plutôt observateurs de ce qui s'est fait par nos collègues du judiciaire. Et c'est vrai que l'élaboration de ces listes ont présenté un certain nombre d'avantages, mais elles ont été aussi contraignantes dans leur mise en œuvre. J'ai le souvenir qu'un certain nombre de personnes ont été, j'allais dire, quasiment recrutées à temps plein pour assurer le traitement de ces listes et que ces listes ont généré un certain nombre de difficultés et de litiges même dans leur élaboration. J'ai en mémoire, et je parle sous votre contrôle, mais que les juridictions, nos collègues des juridictions judiciaires peuvent tout à fait se tourner vers des médiateurs qui ne figurent pas sur ces listes pour leur confier une mission de médiation. Exact. Oui, ah, donc ce sont des listes, on va dire plutôt à titre informatif ou indicatif. Le fait d'être sur cette liste ne vous garantit pas de vous voir confier une mission de médiation. Et le fait de ne pas être sur ces listes ne vous prive pas non plus de pouvoir éventuellement assurer une mission de médiation. Pour les juridictions administratives, si vous voulez, il a fallu dans un premier temps susciter un intérêt et quelque part ratisser large, excusez-moi le terme, mais ratisser plus large pour justement venir trouver plus facilement des médiateurs ayant le profil correspondant aux missions spécifiques de médiation administrative. Je vous renvoie à cet égard, mais je pense que Didier Artus y reviendra tout à l'heure, mais à la charte éthique des médiateurs dans les litiges administratifs que vous pouvez trouver sur le site internet du Conseil d'État, hein, qui vient présenter dans les grandes lignes ce qui est attendu dans les grandes lignes d'un médiateur vers qui nous pouvons nous tourner pour confier une mission de médiation, mais également vers les éléments qui sont ceux du Code de justice administrative sur ces questions de médiateurs. Alors, comme vous le savez, il n'y a pas de formation type. D'ailleurs, le Code de justice administrative n'impose aucune formation. Il est dit que le médiateur a suivi une formation ou dispose de compétences ou d'expériences qui le prédisposent à. La formation n'est pas encore obligatoire, mais bon, vous pouvez déjà trouver un certain nombre d'éléments là-dessus. Pour les juridictions administratives, dans un premier temps, on va dire des listes, bien entendu, ont été développées, mais plutôt sous forme de viviers locaux. C'est-à-dire que chaque juridiction est venue, au regard des rencontres qu'elle pouvait faire, et puis des rencontres même indirectes qu'elles ont pu faire, est venue développer localement un vivier de médiateurs ou de structures de médiation qualifiées entre guillemets de compétentes au regard de nos attentes et les ont partagées avec les autres juridictions, soit dans le sphère d'influence des cours administratifs d'appel, mais en remontant ces informations au Conseil d'État et notamment au référent national médiation, qui les ont ensuite regroupées sous forme d'une liste interne qui est, on va dire, à usage interne, qui n'est pas une liste formelle comme celle des juridictions judiciaires et qui, au gré des mois, se sont vus compléter, renforcer. Aujourd'hui, très concrètement et très sincèrement, cette liste nationale n'existe quasiment plus. En tout cas, elle n'est plus actualisée depuis de longs mois.
puisque l'outil n'est aujourd'hui plus nécessaire, il n'est peut-être même pas pertinent, puisque chaque juridiction a développé un vivier suffisamment étoffé de structures de médiation ou de médiateurs compétents, et que bien entendu, les échanges entre référents médiation, entre juridictions administratives, font que si d'aventure une juridiction est en peine pour trouver un médiateur, personne physique ou personne morale, pour assurer une mission de médiation, elle peut très rapidement et très simplement se tourner vers les autres juridictions voisines, hein, géographiquement parlant, pour commencer, pour effectivement trouver la perle rare. À terme, ce n'est pas impossible non plus que des listes soient élaborées, mais ce n'est pas en tout cas le prévu à très court terme. Donc je vous invite à candidater, à vous faire connaître, et bien entendu, le fait d'être retenu sur ces listes je dirais, internes, sur ce vivier, ne fait pas, comme pour nos collègues du judiciaire, que vous verrez forcément confier une mission de médiation. Inversement, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans ces listes ou dans ce vivier que vous ne pourriez pas être mobilisé dans le cadre d'une mission de médiation. Merci pour ces explications très claires et ces quelques recommandations ou pistes. Dans le peu de minutes qui nous restent, peut-être encore une ou deux questions si vous le permettez. Il y a quelque chose qui m'a toujours paru particulier, c'est que le Code de justice administrative prévoit que la médiation puisse être pratiquée au niveau du Conseil d'État, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans le Code de procédure civile, qui ne le prévoit pas pour la Cour de cassation. Est-ce que vous avez un retour d'expérience sur le sujet? Est-ce que le Conseil d'État a envoyé des affaires en médiation ou est-ce que pour l'instant ça reste très, très anecdotique? Et puis peut-être dans un très bref temps de réponse avant que vous ne nous quittiez, vous avez parlé d'une des perspectives d'évolution qui serait les médiations dans le domaine précontentieux. Qui dit précontentieux peut dire quand même post-conflit. Il y a une dimension de la médiation dans la sphère administrative qui pourrait peut-être être développée, c'est la médiation préventive. Est-ce qu'on pourrait imaginer que des juridictions administratives désignent des médiateurs sur le fondement de l'article 1213.5 du Code de justice administrative que vous rappeliez tout à l'heure, pour avoir des médiateurs de prévention dans le cadre, par exemple, de grands projets de l'État ou de collectivités territoriales? Alors, ce sont des questions très pointues et très complexes, donc j'en prends bonne note, cher Bertrand, et je pense que nous aurons matière à creuser ces éléments. Pour vous apporter quelques éléments de réponse, à ce jour, effectivement, le Code de justice administrative, alors si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'article L114.1, prévoit que la médiation est donc tout à fait envisageable au Conseil d'État, et notamment pour les litiges où le Conseil d'État est saisi en premier et dernier ressort. Très concrètement, à ce jour, il n'y a pas encore eu de médiation qui ont été engagées dans ce cadre-là. Comme vous le savez, au mois de mai de mémoire, le 22 mai 2019, une convention de médiation avait été signée entre le Conseil d'État et l'Ordre des avocats près le Conseil d'État et la Cour de cassation pour justement venir promouvoir le développement de la médiation dans, on va dire dans ce domaine qui est quand même assez restreint, où effectivement le potentiel de développement de la médiation est limité, mais il n'est pas inexistant. Vous voyez, c'est un petit peu la même difficulté qu'on peut avoir avec les cours administratifs d'appel, à savoir que, bien entendu, la médiation est moins évidente, elle est moins facile à promouvoir et à faire accepter par les parties en appel, puisque, effectivement, une juridiction s'est déjà prononcée et le juge a déjà donné raison à telle ou telle partie. Ceci dit, la médiation en appel, ça existe et ça peut fonctionner. Et on le voit aujourd'hui avec certaines cours administratives d'appel qui ont pris, on va dire, le projet médiation à bras-le-corps et qui arrivent à développer des dizaines de médiations. Je pense notamment à la cour administrative d'appel de Nancy, qui, à l'heure où je vous parle, sur l'année 2021, ont déjà engagé, je crois, pas loin de 60 médiations à l'initiative du juge en appel, ce qui est quand même une excellente performance et ce qui est très encourageant pour l'ensemble des cours administratives d'appel et pour l'ensemble des acteurs du procès administratif en appel. Donc en cassation et notamment au niveau du Conseil d'État, la médiation est tout à fait possible, même si effectivement le potentiel est plus limité.
Quant à votre deuxième question sur l'approche précontentieuse et, j'allais dire peut-être même encore au-delà, sur l'approche préventive de la médiation, je pense que, vous voyez, c'est là où c'est très intéressant, c'est de pouvoir se projeter à long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour l'immense majorité des personnes et des institutions concernées par la médiation, on n'en est encore qu'au tout début. On en est à écouter ce qu'est la médiation et ce qu'elle peut proposer. Et on est dans une approche de satisfaction à court terme, immédiate. C'est-à-dire on a un problème et la médiation peut être une solution. D'intégrer la médiation dans une dynamique préventive, on va chercher sur le fond. Et on intègre la médiation, si vous voulez, à une philosophie globale, institutionnelle notamment, où effectivement, dans le relationnel à l'administré, à la locataire, à l'agent également, effectivement, on intègre la médiation comme un outil de communication, comme un outil de bonne gestion des relations humaines pour justement éviter qu'un litige puisse naître. Alors, bien entendu, je serai le premier à abonder en ce sens. Maintenant, ce qu'il faut aussi garder en mémoire, c'est effectivement que toutes ces évolutions qualitatives nécessitent une mobilisation des administrations, des personnels des administrations et bien entendu une mobilisation de moyens supplémentaires ou en tout cas une réorganisation des moyens à disposition pour ces structures afin qu'elles puissent intégrer ce nouvel outil et qu'elles puissent l'utiliser dans de bonnes conditions. Donc je pense qu'effectivement, l'approche médiation préventive est quelque chose de particulièrement intéressant. On l'a vu avec vous voyez, la loi ESSOC sur le développement de la confiance entre l'administration et les administrés. On a conscience de l'importance de la médiation comme outil pour renforcer les liens humains et peut-être réhumaniser certaines situations. Maintenant, de là à ce que la médiation préventive puisse venir s'introduire et se stabiliser au sein de ces structures, je pense que c'est un objectif ambitieux, mais tout à fait intéressant. Merci. Mais, il nous reste à vous remercier pour votre intervention. Peut-être, avant de nous quitter, vous avez parlé tout à l'heure des premières assises de la médiation administrative qui se sont tenues en décembre 2019. Est-ce que vous avez ce soir un scoop à nous donner sur la date de ces deuxièmes assises ou est-ce que c'est encore dans les limbes? Alors, on n'en est pas encore. Alors, bien entendu, hein, les premières assises nationales de la médiation administrative avaient été un très bel événement. On a eu, je pense, des retours particulièrement encourageants et enthousiasmants de tous horizons, hein, que ce soit au niveau des administrations, au niveau des professionnels du droit qui étaient présents. Donc, je pense qu'effectivement, c'était un événement moteur, fédérateur, et qu'il y aurait intérêt, et c'était d'ailleurs l'annonce qui avait été faite par le vice-président du Conseil d'État à l'époque, hein, c'est-à-dire que c'était les premières, ce qui sous-entend qu'il y en aura des deuxièmes, des troisièmes. Maintenant, avec quelle fréquence, ça c'est une autre question. Je ne vous cache pas que c'est aussi un événement assez lourd et complexe à organiser et que, comme on en a tous été victimes, le contexte sanitaire a fait que ces derniers mois, voire ces 2 dernières années, ont été compliquées, qu'elles ont quelque peu ralenti, freiné certaines ardeurs et certains de nos projets. Donc, bien entendu, les deuxièmes assises de la médiation nationale, hein, de la médiation administrative, sont dans tous les esprits, et notamment au niveau du Conseil d'État et des membres du comité JAM. Maintenant, vous dire qu'elles auront lieu en 2022, j'en suis pas certain, mais je pense que raisonnablement, sur une horizon à court terme d'ici 2 ans, c'est tout à fait envisageable, en sachant que, et vous le savez peut-être déjà, Monsieur Lasserre, donc le vice-président du Conseil d'État, quittera ses fonctions en fin d'année, et donc il appartiendra à son ou sa remplaçante de venir proposer ou acter l'organisation de futures assises nationales de la médiation administrative. Mais encore une fois, en tant que délégué national à la médiation, c'est un événement que j'appelle de mes voeux et que j'appelle régulièrement de mes voeux, puisque, comme j'ai pu l'indiquer, les premières assises avaient été une véritable réussite et pour son rôle moteur, fédérateur, je pense qu'on a tous beaucoup à gagner avec ce type d'événement. Et j'allais dire,
à plus petite échelle, peut-être plus humblement, des webinaires comme celui d'aujourd'hui ou des conférences comme celle qui anime les acteurs de la médiation dans le cadre de la Semaine internationale de la médiation sont autant d'opportunités pour rassembler les gens, faire passer un certain nombre de messages, écouter aussi certaines interrogations, certaines réserves et collectivement venir renforcer et affiner notre approche collective commune de la médiation. Merci encore. Pour les participants qui sont intéressés, je signale que les actes complets de ces premières assises nationales de la médiation administrative sont accessibles sur le site du Conseil d'État. On peut prendre connaissance de toutes les interventions et ce sont effectivement des débats extrêmement riches. J'avais eu la chance d'y assister, c'était passionnant. Merci encore. On va vous libérer parce qu'on a déjà un petit peu abusé de votre temps. D'une part, je suis à nouveau de devoir vous laisser, mais je vous laisse entre d'excellentes mains. Didier, je te passe le relais. Je vous souhaite à tous une excellente fin de webinaire et bien entendu, n'hésitez pas à me contacter ou me solliciter si vous avez des questions, des propositions, des suggestions. Merci encore et bonne soirée à vous. Merci. On a abusé un peu du temps de Monsieur Lenoir, on a aussi abusé de la patience de Monsieur le Président Artus. C'est comme en médiation, il faut essayer lorsqu'on passe la parole au deuxième médié, de le conforter un peu dans sa place. Monsieur le Président Artus, vous êtes donc, Gabriel l'a rappelé tout à l'heure, président de chambre à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Vous êtes aussi membre du comité JAM dont il a été question à l'instant. Et en cette qualité, vous êtes tout indiqué puisque vous êtes un prescripteur quotidien de médiation, mais vous allez peut-être nous en dire plus. Pour nous faire part un petit peu des domaines dans lesquels vous considérez que la médiation est plus particulièrement appropriée. Et puis, je serais presque tenté de vous demander de nous donner quelques orientations aussi sur le corollaire. Quelles affaires, au contraire, ne se prêtent pas, de votre point de vue, à la médiation, parce que je pense que tout le contentieux ne peut pas nécessairement être traité en médiation. Et dans un deuxième temps, peut-être de votre intervention, nous faire part des différentes modalités par lesquelles vous pouvez orienter les parties vers une médiation. Comment est-ce que le magistrat propose, à quel subterfuge recourt-il pour convaincre les parties qui parfois viennent pour la castagne, comme disait Amaury Lenoir, d'essayer une médiation. Et ensuite, peut-être, vous terminerez avec l'articulation entre procédure juridictionnelle et processus de médiation. Voilà, nous vous cédons bien volontiers la parole. Oui, merci beaucoup. Alors, je commence par remercier bien sûr Madame Planès et vous-même, Maître Delcourt, de m'avoir convié à ce webinaire. Je vais faire une intervention qui va être un peu différente de celle d'Amaury Lenoir, mais on s'était un petit peu entendu pour essayer d'avoir des approches complémentaires. Au fil de l'exposé d'Amaury Lenoir, j'ai vu d'ailleurs des questions qui passaient et je vais essayer de répondre à ces questions. Alors, pas forcément tout à fait selon le plan que vous venez d'indiquer, mais je pense que je vais quand même aborder tous les aspects que vous attendez. Je vais commencer par revenir sur juste un tout petit point concernant l'organisation au sein des juridictions de la détection en fait des dossiers de médiation et surtout du succès du recueil des accords des parties intéressées. Ce qui est important, c'est que justement le référent médiation au niveau local s'investisse en s'adressant aux différents partenaires de la juridiction. Les différents partenaires au niveau local, ce sont les associations départementales des maires, ce sont les centres de gestion de la fonction publique territoriale, ce sont les grandes collectivités territoriales, ce sont bien sûr les barreaux, ce sont les centres et les associations de médiateurs, et ce sont les universités ou les centres de formation qui proposent un cursus de médiation. Il faut faire cette démarche dans un premier temps pour leur faire connaître la médiation, leur faire savoir que la médiation existe en matière administrative. Et c'est lorsqu'on a pris ces contacts par une convention, Amaury Lenoir y faisait allusion,
mais c'est lorsque ces contacts existent que ensuite le juge peut prescrire des médiations, proposer des médiations tout d'abord, et avoir un retour positif des différentes parties intéressées. Donc voilà, ça me paraît très important de rappeler ce premier point. Une démarche locale pour faire connaître la médiation. Deuxième chose, au sein de la juridiction, il est très important pour le référent médiation d'essayer d'organiser les choses. Organiser les choses pour que les dossiers susceptibles de faire l'objet d'une proposition de médiation soient très vite repérés. Et les personnes qui sont les plus à même de repérer ces dossiers, ce sont les présidents de chambre et ce sont les greffiers de chambre. Et donc, il faut arriver à convaincre les collègues et il faut mettre en place une organisation alors différente selon la taille évidemment de la juridiction, mais une organisation qui fait que très vite on repère le dossier et le référent médiation valide la démarche de proposition de médiation. Et lorsque tout cela est mis en place, cela peut fonctionner. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai en tant que référent médiation des juridictions administratives. Je l'ai été au tribunal administratif de Poitiers et je viens d'être désigné aussi comme référent médiation à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Alors, ce propos liminaire tenu, je vais essayer de répondre à des questions très simples. Première question, quand peut-on faire une proposition de médiation? La réponse me semble évidente, c'est à l'entrée du dossier qu'il faut faire une proposition de médiation. D'abord parce que l'intérêt de la médiation, c'est d'apporter une réponse rapide au justiciable, là où un contentieux dure entre 1 et 2 ans en première instance, risque de durer 3 à 4 ans s'il y a appel, et parfois sans que véritablement les vrais problèmes aient été résolus. Donc, c'est à l'entrée qu'il faut repérer le dossier. Parfois, c'est le premier mémoire en défense qui est l'occasion pour le magistrat, le greffier ou le président de chambre ou le rapporteur, c'est l'occasion de proposer la médiation. Il faut savoir qu'à l'occasion d'un mémoire en défense, il peut suggérer une médiation. Le juge ne l'a pas forcément vu au stade de la requête parce qu'il n'avait qu'une version, il n'a pas bien apprécié les circonstances, mais avec le mémoire en défense, on peut parfois, et sur la suggestion du défendeur, proposer également la médiation. Enfin, d'autres temps, plus exactement, me paraît très opportun, ce sont les procédures de référé. Lorsqu'on a un contentieux d'annulation très simple avec un référé suspension qui vient au bout de quelques semaines devant le juge, eh bien, parfois, on se rend compte qu'il serait extrêmement opportun de proposer une médiation. J'ai à l'esprit un dossier que j'ai traité il n'y a pas si longtemps d'une cantinière dans une petite commune, cantinière qui avait fait l'objet d'une sanction disciplinaire. Elle avait obtenu devant le tribunal administratif l'annulation de cette sanction disciplinaire et le maire était sans doute un peu vexé de cette déconvenue, ce qui fait qu'il a affecté un service nettoyage avec des horaires évidemment très désagréables. Il fallait qu'elle travaille très tôt le matin et tard l'après-midi, alors que évidemment elle était avant dans une cantine où elle travaillait à des horaires tout à fait habituels et était près des enfants, même si elle avait aussi des tâches de nettoyage. Eh bien, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que cette personne a fait une petite déprime, s'est mise en congé de maladie, et j'avais devant moi donc les deux parties, l'ancien agent, l'ancienne cantinière et la commune. Et je leur ai dit, mais on était dans une petite commune, je leur ai dit, mais vous êtes condamnés à vivre ensemble. L'agent avait encore
au moins 10 ans d'activité professionnelle. La commune avait finalement un agent qui était en congé de maladie. Est-ce qu'il ne serait pas raisonnable de se mettre autour de la table? Je me suis tourné vers l'agent, je lui ai dit oui, vous avez obtenu l'annulation de votre sanction disciplinaire, mais c'était pour un problème de procédure. Je me suis tourné vers la commune et je leur ai dit dans des formations pour cette cantinière. Vous lui avez fait suivre des formations à l'hygiène, les relations avec les enfants, tout un tas d'investissements. Et aujourd'hui, on a une situation où vous n'avez plus personne, vous payez un agent qui est en congé de maladie. Eh bien, finalement, dans ce référé, au bout de 48 heures, j'ai eu l'accord des deux parties et au bout de 3 semaines, ils avaient trouvé où effectivement on peut suggérer une médiation. Et puis enfin, un dernier temps peut-être, c'est l'exécution parfois d'une décision de justice. Cette exécution, elle est difficile dans certains cas et on peut très bien, soit dans le cadre d'un litige d'exécution, soit même sans qu'il y ait un litige vraiment pendant devant le tribunal sur l'exécution de la décision de justice, on peut demander une médiation. J'ai là aussi à l'esprit un dossier, une délégation de service public annulée pour l'exploitation d'une maison de retraite. Et à l'issue de cette affaire, eh bien, vous aviez l'ancien exploitant qui souhaitait revenir, vous aviez celui qui avait son contrat annulé, vous aviez les résidents qui étaient mécontents parce que le nouvel exploitant avait voulu faire évoluer ses tarifs, vous aviez la commune qui était mécontente parce que les résidents manifestaient devant la mairie, vous aviez la presse qui avait publié des articles sur cette sombre affaire, et il y avait même dans cette histoire l'État qui était intervenu pour une question de TVA. Eh bien, plutôt que de faire un procès multiforme, plutôt que finalement de laisser perdurer la situation, il y a eu une médiation où toutes les parties se sont mises autour de la table et une solution a été trouvée à la satisfaction générale. Donc voilà, la première question, c'était quand finalement on voit que c'est bien sûr très tôt, si c'est possible, une décision de justice. Et ça peut être ça peut être aussi à l'occasion donc d'un référé. Deuxième question, qui ? Qui, c'est la question d'ailleurs que j'ai vu passer, qui peut être médiateur? Alors, pour moi, c'est très important que ce soit un médiateur formé à la médiation. Il y a un débat qui est de savoir s'il faut que ce soit un spécialiste ou pas de la matière à traiter dans le cadre de la médiation. Je ne le pense pas. Je pense que les spécialistes, ce sont les parties d'ailleurs accompagnées et conseillées par leur avocat. Ce qui est important, c'est que le médiateur soit un spécialiste de la communication. Et de ce point de vue, outre cet aspect de formation à la médiation, je recommande l'utilisation de la comédiation. Très souvent, les médiateurs me l'ont dit, c'est très confortable. D'abord parce qu'on peut avoir des personnalités difficiles et un binôme homme-femme, par exemple, peut être très pertinent. On peut avoir l'association un senior et un junior, ce qui permet effectivement de former de nouveaux médiateurs. Ça peut être un publiciste et un non-juriste, et c'est aussi un duo qui fonctionne bien. Le médiateur, je le disais, c'est d'abord un spécialiste de la communication, c'est un médiateur sensibilisé à la chose publique.
il faut quand même avoir à l'esprit quelques notions. Un tout petit exemple que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, un professeur contractuel dans un établissement agricole. Les conditions de son départ sont contestables, contestées. Finalement, la juridiction désigne un médiateur, mais un médiateur qui est un homme de bonne volonté, sans formation particulière sans doute à la médiation. Les parties aboutissent avec ce médiateur à un accord en juin 2019. Le litige était un litige début 2019. Juin 2019, une lettre du médiateur arrive à la juridiction disant « les parties sont tombées d'accord » et d'ailleurs il ajoute le versement de 20 000 € a été convenu. Je ne développe pas davantage sur l'aspect confidentiel de l'accord. Il révèle le contenu de l'accord. Et puis, plus rien. Plus rien. Et à l'occasion du peignage du stock que font régulièrement les magistrats, en octobre 2020, on se rend compte que le dossier contentieux est toujours là. On m'interroge, puisque je suis en charge de la médiation, on me demande ce qui s'est passé. Je me tourne vers l'avocat du professeur contractuel et cet avocat me dit « Ah, je suis désolé, mais je n'ai pas assisté mon client dans cette affaire, je ne sais pas. » Il revient vers moi quelques temps après, il me dit « Mon client m'a confirmé qu'il n'avait jamais rien perçu. » Alors, je me suis tourné vers l'établissement et là, je découvre que l'accord qui était de juin 2019 datait de quelques semaines avant le départ du directeur et que le nouveau directeur n'était pas au courant de cette affaire, ne savait pas qu'il y avait eu une médiation, il ne savait pas qu'il y avait eu d'accord. Et puis surtout, c'était une condamnation donc à verser une indemnité. Et dans un établissement public, eh bien, il faut passer évidemment devant le conseil d'administration pour valider le versement de cette indemnité. Et rien n'avait été fait, puisque le nouveau directeur n'était pas informé de cette médiation. Et donc, je me suis retrouvé à la fin de l'année 2020 avec un accord, mais aucun écrit, aucune trace particulière, et évidemment pas de validation par le conseil d'administration de l'établissement. Donc, en reprenant tout cela par écrit assez longuement, tout a été régularisé, mais tout a été régularisé en juin 2021, 2 ans plus tard. Et le versement n'a été effectif qu'à l'été 2021. Donc, c'est vous dire qu'un médiateur qui n'était pas sensibilisé à ces questions n'a pas pensé à suggérer un écrit, n'a pas pensé à suggérer la validation de l'accord par le conseil d'administration et en plus à révéler au juge le contenu de l'accord qui était confidentiel et que le juge n'avait pas spécialement besoin de connaître. Donc, ça m'a permis, moi, de sauver ce dossier après coup, mais vous voyez que cet homme de bonne volonté n'était pas certainement le médiateur idéal. Donc, un médiateur idéal, c'est quelqu'un formé à la médiation. J'ai vu une petite question et j'y réponds au passage. Un médiateur peut être magistrat ou un magistrat peut être médiateur. Il y a des magistrats qui ont suivi une formation de médiation et le code de justice administrative permet aussi aux magistrats administratifs de faire, le cas échéant, des médiations administratives. Mais Amaury Lenoir l'évoquait tout à l'heure, il y a des questions de moyens. Le magistrat peut éventuellement faire
exceptionnellement pas une formation de médiateur, et s'il ne le fait pas, je dirais à titre très subsidiaire, il y a peu de chances qu'il y ait des médiations faites par des magistrats. Alors après, comment fait-on une médiation en matière administrative? C'est que dans une médiation administrative, il y a une personne publique. Et une personne publique, vous allez avoir des difficultés croissantes avec la taille de la collectivité concernée. Pourquoi? Parce que autour de la table, vous devez avoir un décideur. Un décideur, c'est-à-dire une personne habilitée à engager la personne publique. Alors, si vous avez une petite commune, c'est relativement facile. Vous avez le maire, et je l'évoquais à l'instant, si c'est une indemnité, vous aurez ensuite le passage devant le conseil municipal, mais les choses se passent généralement bien. Dès que vous avez une collectivité un peu plus importante, il devient difficile d'avoir le maire, et il faut, en tant que médiateur, veiller à avoir une personne qui peut s'engager pour la collectivité. C'est-à-dire que très souvent, vous devez avoir le directeur général des services, voire dans une très grande collectivité. Il faut quand même que celui-ci puisse accéder très vite au pouvoir exécutif et éventuellement puisse faire valider sa position par les organes délibérants de la collectivité. Donc, faites bien attention à ça. Quand vous avez une médiation administrative, vous avez une personne publique, il faut un décideur. Alors, évidemment, je parlais des communes, le département de service, en dessous, c'est un peu difficile. Et si vous êtes face à l'État, là, ça devient encore plus délicat. Et c'est vrai qu'au niveau préfectoral, pour des affaires un petit peu importantes, il faut arriver à obtenir la présence du secrétaire général de la préfecture ou un membre du corps préfectoral qui, en général, peut se prononcer et faire avancer le débat. Mais autrement, c'est très compliqué d'avoir une négociation utile avec, en tout cas, l'État, si on n'a pas une personne en responsabilité. Je voudrais juste vous donner un tout petit exemple. Je suis en train de regarder la montre aussi parce qu'il faut essayer de respecter le temps imparti. J'ai à l'esprit un dossier assez compliqué où il s'agissait de 2 usines Céveso avec un dispositif de sécurité, des barrières, des feux pour interdire l'accès sur une zone autour de ces usines en cas de sinistre. Il y avait un litige sur la prise en charge du coût de ces installations, sur les modalités de ces installations, notamment sur les voies. Et il y avait des voies départementales, il y avait des voies communales. Et il y a eu une médiation qui a été organisée entre les 2 entreprises, le département, l'agglomération qui était en cause aussi pour sa voirie et l'État. Dans cette médiation, il a fallu avoir le secrétaire général de la préfecture, le directeur général des services du département, un responsable de la commune et les 2 directeurs d'agence, enfin des 2 usines. Et ils sont presque arrivés à un accord, sauf que l'une des entreprises appartenait à un groupe et que le directeur du site, finalement, même s'il s'était plus ou moins engagé, il l'avait fait sous la réserve de l'appréciation du groupe. Et finalement, aucun accord n'a pu être trouvé puisque, au niveau national, l'une des parties s'est opposée à ce qui était envisagé. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment être très, très vigilant sur les parties présentes dans une médiation administrative.
ça me permet aussi de préciser, médiation administrative, vous avez souvent beaucoup de participants. Alors, vous avez beaucoup de participants, soit parce que, justement, comme je viens de le décrire, il y a énormément d'administrations en cause ou plusieurs justiciables en cause. Et vous avez beaucoup de participants, y compris lorsque vous avez un justiciable et une administration, parce que l'administration a tendance à venir à plusieurs. Vous avez le maire, mais le maire ne sait pas. Il amène son directeur des affaires techniques, mais lui-même n'y connaît rien en droit, donc il a amené son avocat ou son directeur des affaires juridiques. Et très souvent, on a ce phénomène dans les médiations administratives. Vous avez un justiciable tout seul et un groupe de personnes représentant la collectivité publique en face. Donc, il faut veiller aussi à respecter l'équilibre des forces en présence. Donc, essayer de limiter ou de savoir par avance combien de personnes viennent représenter telle ou telle collectivité pour pas qu'il y ait un sentiment d'infériorité de l'une des parties lors de l'opération, lors du processus de médiation. Enfin, dernier point, intervient en médiation administrative, il faut qu'il pense parfois à attirer l'attention de la collectivité sur l'intérêt qu'il peut y avoir pour elle, notamment lorsqu'il y a un enjeu financier, à prévenir son comptable public. Normalement, les comptables publics ne font pas de difficultés, notamment pour payer les sommes qui sont fixées dans un accord de médiation, mais il est toujours prudent de vérifier auprès de la collectivité publique qu'elle a informé son comptable qu'elle allait entrer en voie de médiation. La même chose peut aussi, la même remarque peut aussi être pour la collectivité d'informer son assureur. Ça peut être, cela peut faciliter les choses. Alors après ces deux premières questions, une autre question, quoi? On a souvent trois matières qu'on cite, c'est-à-dire quel type de dossier peuvent aller en médiation. On parle souvent de la fonction publique, on parle souvent des contrats et on parle souvent des installations classées. On parle en fait des problèmes de travail, des relations de travail et des relations de voisinage. On a aussi comme matière, bien sûr, l'urbanisme. Et ce sont aussi des questions de voisinage qui se posent. Quelques réflexions sur les marchés. Les questions de passation des marchés se prêtent bien sûr à un accord de médiation lorsqu'il y a un candidat évincé et que finalement on a le sentiment que le règlement de l'appel d'offres n'a pas été scrupuleusement respecté. On peut discuter. On peut discuter dans le cadre de l'exécution d'un marché. Parfois, ce sont effectivement les obligations contractuelles qui ne sont pas respectées. Parfois, c'est bien après, notamment en cas de responsabilité décennale, on a un désordre et on peut discuter aussi. Lorsqu'il s'agit d'un règlement financier du marché, on a les pénalités. Les pénalités de retard, elles sont excessives, elles ne sont pas justifiées, elles sont discutables parce que il y a matière à se réunir et à proposer une médiation. La fonction publique, j'en parle pas trop parce que c'est vrai que c'est un domaine, les relations de travail, où bien évidemment, la médiation a toute sa place. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure de ma cantinière est un exemple type
de médiation à l'initiative du juge qui a bien fonctionné, qui est très utile, qui appelle. Vous avez compris avec l'exposé d'Amaury Lenoir qu'il y a un développement envisagé de la médiation préalable obligatoire, c'est une fonction publique, spécialement en matière de fonction publique territoriale. Donc, je ne suis pas sûr qu'en matière de fonction publique, il y ait une part croissante de dossiers qui donnent lieu à des médiations à l'initiative du juge. Si on a un dispositif de médiation préalable obligatoire, on a un dispositif de médiateur institutionnel gratuit. Ce sont les centres de gestion de la fonction publique territoriale pour la fonction publique territoriale. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit un vivier très important ou en tout cas un vivier appelé à croître considérablement. Mais sous cette réserve, les dossiers évidemment de fonction publique se prêtent bien à la médiation. L'urbanisme, l'installation classée, oui, bien sûr, je le disais à l'instant, ce sont des relations de voisinage, ce sont des relations qui appellent souvent des discussions pour apaiser les conflits. Vous noterez que dans ces contentieux particuliers, ce sont des médiations nécessairement triangulaires. Vous avez le pétitionnaire, vous avez le voisin et vous avez l'administration. Si on est en urbanisme, ça va être le maire. Si c'est une installation classée, ça va être le préfet. Souvent, les administrations, dans ces médiations-là, ont une attitude réservée. Finalement, ils attendent que les voisins, qui sont les vraies personnes en litige, trouvent un accord et l'administration tire simplement les conséquences des discussions abouties donc dans le cadre d'une médiation. En installation classée, si vous avez une prescription supplémentaire, l'administration accepte assez volontiers de l'ajouter, mais ce ne sont pas souvent ces administrations qui sont les plus actives dans la médiation. Les dommages de travaux publics, les dommages de travaux publics, des canalisations sous-dimensionnées, des inondations récurrentes, eh bien, on peut trouver des solutions dans le cadre d'une médiation, la création d'un bassin de rétention, l'aménagement de fossés, et finalement, tout le quartier peut bénéficier des améliorations qui sont issues d'une médiation qui fait suite à l'introduction d'une requête par un seul justiciable. Je dois dire que dans certains cas, et je l'ai rencontré, je ne vais pas développer plus avant compte tenu de l'heure qui avance, on a parfois rencontré des services techniques de collectivités qui s'investissent complètement pour faire des propositions concrètes et à ce que je disais tout à l'heure, l'intérêt, si vous voulez, de faire une sorte de démarchage pour le référent médiation auprès des collectivités pour attirer leur attention sur l'intérêt que présentent les médiations. Alors, j'ai encore une petite question. Combien ça coûte une médiation? J'ai vu aussi la question passer. Une médiation, ça ne coûte pas extraordinairement cher. Moi, j'ai remarqué que la plupart des médiations se trouvaient soit pour les médiations très simples à 600 €, 1200, 1800. Ce sont un peu les trois sommes que j'observe le plus souvent pour les médiations. 600 €, bien sûr, c'est la médiation très simple, très rapide, avec un seul médiateur. 1200, ce sont souvent des médiations où on a un décomédiateur, mais une seule réunion a suffi et de 3 heures et on a abouti à un accord. Et puis ensuite, effectivement, quelques médiations dépassent cette somme, mais elle est très raisonnable. De toute façon, je suis tenté de dire que il faut afficher pour le juge et
qui propose une médiation, un coût de médiation qui est limité, mais on leur dit aussi en même temps que ce sont les parties elles-mêmes qui déterminent finalement ce que va être le coût de la médiation, car ce sont elles qui acceptent de poursuivre ou pas la discussion, et selon évidemment le tarif que les médiateurs leur ont indiqué. Donc il y a la nécessité d'être raisonnable pour commencer une médiation, et ensuite c'est à chacun de discuter en toute connaissance de cause et de poursuivre ou pas le débat en fonction des honoraires demandés par les uns et les autres. D'avoir des médiateurs qui acceptent d'entrer en médiation avec un tarif de base qui n'est pas dissuasif. Il faut avoir à l'esprit le fait que les parties ont déjà souvent payé leurs conseils, et si en plus on leur demande un coût supplémentaire, ça peut être un frein à la médiation. Donc le prix de la médiation doit être raisonnable, en tout cas l'entrée en médiation, le prix de l'entrée en médiation doit être raisonnable, et si les discussions ensuite se poursuivent, alors les parties le font en toute connaissance de cause. Dernier point peut-être sur cet aspect financier, il y a la possibilité de demander une allocation provisionnelle au juge. Je sais qu'à Poitiers, moi je la pratiquais quasiment systématiquement, une allocation justement d'un montant assez faible, 600 ou 900 € maximum, justiciable en cause. Les médiateurs acceptant de commencer la médiation dès lors que l'une des parties, en général la partie privée, leur avait envoyé le chèque correspondant à 50% de la provision, et le médiateur n'attendant pas le versement de la collectivité, car là on sait que les procédures de mandatement sont un peu longues, et si on devait attendre que la collectivité verse la provision, l'objectif de rapidité, qui est l'un des objectifs de la médiation, serait malmené. Alors, je vois qu'il reste quelques minutes et il y a peut-être quelques questions. Je voudrais terminer en disant que, bien sûr, il y a encore plein de choses à dire. D'abord que lorsqu'une médiation réussit, on aboutit à un accord de médiation, et pensez à l'appeler ainsi et non pas transaction, car la transaction, ça peut être une forme particulière de l'accord de médiation, mais si ce n'est qu'un accord de médiation, dites-le. D'autant que si vous demandez l'homologation, ce que le juge administratif ne demande pas, vous n'avez pas nécessairement besoin de cette homologation. Si jamais vous demandez cette homologation, pensez que le juge administratif exerce un réel contrôle sur l'accord de médiation, les conditions que c'est une vraie transaction, et surtout s'il y a un souci, s'il refuse d'homologuer, cela entraîne la nullité de l'accord de médiation. Donc évitez de demander l'homologation si les parties n'en ont pas besoin. Voilà, je termine sur cette proposition. Ne venez pas nous demander l'homologation si ce n'est pas nécessaire, et je suis disponible pour répondre à quelques questions. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur le Président. Alors, toutes nos excuses aux participants parce que la connexion n'était pas excellente, et les propos de Monsieur le Président Artus ont parfois été un peu hachés. Mais je crois que c'était tout de même parfaitement audible et que vous avez assez largement répondu à toutes les questions qui ont été posées. Moi, j'attire particulièrement l'attention des participants sur ce dernier point. En matière judiciaire, si le juge n'homologue pas la transaction, elle n'acquiert pas la force exécutoire, mais elle conserve la force obligatoire. Ça reste un accord, un contrat entre les parties qui a force obligatoire entre les parties. En matière administrative, comme vient d'indiquer le président Artus, le refus d'homologation par le juge emporte nullité de l'accord, et finalement, on n'a plus d'accord de médiation. Il y a donc un vrai risque à demander l'homologation devant la juridiction administrative. Monsieur le Président, il y a un point sur lequel j'aurais aimé vous entendre.
Vous avez dit tout à l'heure, à propos de l'exécution des marchés, on peut discuter. La médiation, c'est fait pour ça. Et quand on a des personnes privées autour d'une table, par exemple 2 sociétés commerciales, elles ont toute liberté sur les concessions qu'elles sont prêtes à faire. C'est un petit peu plus difficile avec des personnes publiques, puisque c'est une jurisprudence plus que centenaire. On ne peut pas faire de libéralité, c'est-à-dire on ne peut pas faire des concessions qui seraient excessives et qui risqueraient d'être regardées comme extravagantes. Moi, j'ai constaté à plusieurs reprises que des personnes publiques se disent moi, j'ai respecté le droit, j'entends le besoin de la personne qui est en face de moi, mais je ne peux pas faire de concessions parce que ce sont des deniers publics, parce que. Quel regard est-ce que vous portez sur cette possibilité qu'ont les personnes publiques de faire des concessions en médiation? Oui, alors, effectivement, la question de la libéralité, je n'ai pas abordé, parce que le temps ne me le permettait pas, mais je n'ai pas abordé la question de la méconnaissance des règles d'ordre public et l'interdiction des libéralités. Bien sûr que dans le cadre d'une négociation et dans le cadre d'une médiation, les parties peuvent être amenées à discuter et accorder une indemnisation, mais je n'ai pas le sentiment que un justiciable, une collectivité, iront jusqu'à proposer des sommes qui seront ou qui pourront ou qui pourraient être regardées comme une libéralité. Je crois que la question est assez théorique. Oui, c'est interdit de faire des libéralités, mais en pratique, une collectivité qui indemnise, je vois rarement, ou je ne vois pas de cas finalement où cette indemnisation serait telle qu'elle pourrait être qualifiée de libéralité. Je crois que c'est plus une question théorique qu'une question pratique. Je n'imagine pas en réalité un responsable administratif, quel qu'il soit, accordant une somme extravagante à un justiciable dans le cadre d'une médiation. Donc, moi, je n'ai pas le sentiment que la question qui se pose s'agissant de l'indemnisation d'un préjudice, et ça m'a déjà été opposé, c'est la responsabilité vis-à-vis de l'opposition. Si on doit exposer devant un conseil municipal ou dans toute autre formation collégiale, un accord de médiation où la collectivité s'engage à verser une somme, certains responsables de collectivités m'ont fait remarquer que c'est effectivement une façon pratique pour l'opposition, quelle qu'elle soit, de critiquer. C'est beaucoup plus facile de dire mais vous auriez dû faire un procès et vous auriez certainement gagné, vous n'aviez pas versé cette somme, etc. Donc c'est plus une question, si vous voulez, de responsabilité politique qu'un problème de libéralité. Moi, je pense que le vrai problème, il est là. Il y a des élus ou des hauts responsables administratifs qui hésitent parce qu'ils mesurent les conséquences, l'exploitation politique qui peut être faite d'une somme accordée dans le cadre d'un accord de médiation. Merci pour cette réponse. C'est vrai que il faut toujours penser, quand on est en médiation administrative, à imaginer que l'accord qui est conclu en fin de processus, il est sous condition suspensive de l'adoption par l'autorité, enfin par l'organisme délibérant, par exemple ici le conseil municipal, d'une résolution approuvant l'accord qui a été trouvé. Pensez également à l'intervention du comptable public dont parlait tout à l'heure Monsieur le Président Artus.
Pour répondre très rapidement aux deux dernières questions qui viennent d'être posées, oui, bien sûr, ce sont les parties qui demandent l'homologation d'un accord et non pas le médiateur, mais il est sage que le médiateur soit à même de conseiller les parties sur le risque qu'elles prennent si elles font cette demande, puisque, comme ça a été indiqué à l'instant, en cas de refus d'homologation, c'est tout l'accord qui est frappé de nullité. Si le juge refuse l'homologation, c'est qu'il considère que l'accord n'est pas équitable et porte atteinte aux intérêts de la personne publique notamment, et donc l'accord est purement et simplement annulé. Donc oui, reprise d'un processus de médiation, le cas échéant, c'est un peu la punition de Sisyphe. Voilà. Merci d'avoir accepté de dépasser un petit peu l'horaire qui était convenu. J'espère que ce webinaire vous aura permis de mesurer tout le potentiel que recèle la médiation administrative, la possibilité qu'il y a pour tout un chacun de s'y intéresser. J'ai été extrêmement sensible aux propos du président Artus tout à l'heure d'indiquer que la médiation administrative n'était pas réservée à des juristes diplômés d'un doctorat de droit public. Loin s'en faut, il faut simplement un peu d'appétence pour la chose publique. La recommandation de pratiquer la comédiation si on ne se sent pas tout à fait à l'aise avec ces notions est évidemment de rigueur. Ce que nous avons constaté ce soir, c'est que le sujet est vaste, il intéresse. Peut-être faudra-t-il continuer avec un deuxième webinaire qui nous permettrait d'aller un petit peu plus loin. On va laisser cela aux décisionnaires de nos structures respectives. Gabriel, je te rends la parole en te priant de m'excuser d'avoir un peu débordé. Et je vous remercie encore très sincèrement, Monsieur le Président Artus, du temps que vous nous avez consacré. Eh bien, moi, je vais d'abord remercier Monsieur Artus, mais également Monsieur Lenoir pour cette magnifique prestation. Merci Bertrand, tu as été un super animateur, vraiment voilà, avec une bonne connaissance et c'est vraiment merveilleux. Merci à tous les participants, merci d'avoir assisté, d'avoir également animé parce que on a vu passer les discussions, les questions-réponses. Merci à tous, merci pour votre fidélité, merci beaucoup.